Et c'est votre troisième campagne électorale. Qu'est-ce qui motive d'ailleurs ce nouveau combat électoral? Est-ce que c'est promouvoir vos idées en obtenant le score le plus élevé possible le 10 avril prochain? Moi, je pense que tous ceux qui sont convaincus que cette société capitaliste nous mène de catastrophe en catastrophe doivent le dire, doivent le contester. Ils pourront se rassembler derrière ma candidature parce que je pense que le problème dépasse, mais de très très loin, la marionnette, j'ai envie de dire, qui s'assoit dans le fauteuil présidentiel parce que... La marionnette. Oui, parce qu'en Pourquoi réalité... une marionnette, Nathalie Arthaud? Parce que c'est toute la société qui est gouvernée par des lois capitalistes, cette soif de profit, ces rivalités qui nous conduisent à tous les fléaux que l'on connaît, l'exploitation, les inégalités, les bas salaires, mais aussi la crise climatique et maintenant... La guerre en Ukraine, moi je pense, est quand même doit servir aussi d'électrochoc. Ça veut dire, si on vous entend bien, que le président de la République, puisque vous le qualifiez de marionnette, n'a pas de levier pour lutter contre les puissances du capitalisme telles que vous les décrivez. Alors pourquoi se présenter dès lors, je pense en effet que cela le dépasse complètement. Moi, ce que j'observe, c'est que finalement, on va de crise en crise. C'était le krach financier en 2008. On a plongé ensuite dans une crise sanitaire. Et là, maintenant, ce sont les guerres. Une guerre dont on ne peut pas mesurer encore aujourd'hui, d'ailleurs, jusqu'où elle va aller, parce qu'on a les deux pieds dedans. Et on ne mesure pas même les conséquences économiques. Donc je pense qu'en effet, en fait, ils sont impuissants. Ils ne contrôlent pas cette société. Alors moi, oui, je me présente pour dire que c'est cette société-là qu'il faut renverser. Il faut la renverser. Il faut remettre cette société sur ses pieds. Cette société que vous voulez renverser, elle avait séduit la thèse que vous défendez, elle avait séduit 0,56% des voix des électeurs en 2012, 0,64% en 2017. Comment vous expliquez finalement la réserve, la frilosité des électeurs qui ne veulent pas, peut-être contrairement à vous, renverser la table, renverser le système? Je crois que surtout, ils ne voient pas comment les choses sont possibles. Ils peuvent voter pour vous. Oui, mais vous savez, on nous éduque à l'idée et on nous habitue à l'idée que de toute façon, il faut toujours s'en remettre à des politiciens professionnels, ceux qui savent, ceux qui vont essayer du haut du pouvoir, en tout cas essayer de faire les choses, d'améliorer la situation. Donc, y compris, c'est le jeu de cette élection. Donc moi, quand je dis, en réalité, nous avons, les petites gens, les travailleuses, les travailleurs, la capacité de faire les choses, de nous battre, d'abord de nous battre sur la base de nos intérêts, de nos revendications élémentaires, et de dire que cette société, elle doit fonctionner autrement, d'imposer notre contrôle, de faire la transparence sur l'argent qu'il y a, etc. Donc ça nécessite une certaine conscience, une certaine combativité, une confiance aussi en soi. Mais avec quelle utilité? Avant vous, vous êtes candidate pour la troisième fois. Avant vous, Arlette Laguillet l'avait été 6 fois. Donc ça fait une présence ininterrompue de lutte ouvrière depuis 1974. Finalement, qu'est-ce que ça a changé à la vie des travailleurs que vous défendez? Je pense que ça conforte tous ceux qui cherchent à se battre, qui cherchent à se faire respecter. Je pense que ça conforte, écoutez, les soignants, les aides à domicile, toutes ces premières lignes qui ont été applaudies, certes, au moment de la pandémie, mais qui aujourd'hui réalisent que pour se faire respecter dans cette société, faut se battre. Il faut se battre sur ses salaires, sur ses conditions de travail. Il faut se battre pour que... Il faut se battre après les élections aussi, Madame Arthaud. Il faut se battre tout le temps. En fait, il faut se battre tout le temps. Mais est-ce que c'est une étape pour vous? Est-ce que les luttes doivent continuer après le 10 avril? Lorsque le premier tour sera passé, est-ce que vous appelez vos électeurs et les autres salariés à des luttes, à des manifestations, à des grèves? Est-ce que c'est ça votre combat aussi? Moi, je suis convaincue que la situation se dégrade, que là, on plonge à cause de la guerre en Ukraine dans une nouvelle période où, y compris tous ceux le prochain président de la République va utiliser cette guerre comme un prétexte supplémentaire pour nous faire avaler quoi? Le recul de l'âge de la retraite, cette flambée des prix incroyable qui fait qu'on, même quand on travaille, on a du mal à se chauffer et à faire son plein d'essence. Donc, ils vont s'en servir pour nous imposer de nouveaux sacrifices. Parce que les efforts, on ne va pas les demander à la grande bourgeoisie, à tous ceux qui ont... C'est pas comme ça que ça marche dans cette société. Donc moi, je dis clairement, oui, il va falloir s'organiser et il va falloir dire, non, nos intérêts vitaux, on doit les sauvegarder. S'organiser et se battre et aller sur le rapport de force, se faire respecter. Ça dépend en effet des luttes collectives. Moi, le vote pour ma candidature, c'est clairement un appel au rassemblement et à la mobilisation. Dans ce système capitaliste que vous voulez abattre, mais qui est toujours là, quelles sont les mesures d'urgence que vous préconiseriez, notamment pour lutter contre cette inflation galopante que vous venez d'évoquer à l'instant? Qu'est-ce qu'il faudrait faire là tout de suite? L'augmentation générale des salaires qui sont bloqués à un niveau trop bas depuis
tellement d'années. Pareil pour les pensions de retraite, pour les allocations. Je pense à l'allocation adulte handicapé. Il faut les augmenter et ce ne sont pas des miettes qu'il faut. C'est-à-dire de 300, de 400, de 500 euros. Et il faut les indexer sur l'inflation. C'est-à-dire qu'à chaque fois qu'on observe une inflation, une flambée des prix, il faut que les salaires et les pensions augmentent. Il n'y a pas de raison. De nombreux candidats proposent d'augmenter le SMIC, par exemple. Est-ce que vous en êtes aussi et à quel degré faudrait-il l'augmenter? Mais moi je pense que pour ne pas être dans l'angoisse permanente de se retrouver dans l'incapacité de payer son loyer, de réparer sa voiture, etc., il faut 2 000 euros minimum 2 000 net. 2 000 euros net, c'est un minimum pour avoir une vie décente en effet. Mais clairement, pour moi, c'est pas une promesse comme ça que je fais parce que je suis candidate. Ça devra être l'objectif de lutte, de revendication. De nombreux électeurs de gauche aujourd'hui se posent la question du vote utile. Ils se disent, notamment ce qui explique sa montée dans les sondages, qu'il serait plus utile, pour reprendre ce terme, de voter Jean-Luc Mélenchon pour avoir une chance d'avoir un candidat de gauche au deuxième tour. Est-ce que vous comprenez cette analyse? Est-ce que vous comprenez ces électeurs? Moi, je suis pas d'accord sur ce que nous explique là aujourd'hui Jean-Luc Mélenchon. Je pense même qu'en fait, il désarme les travailleuses et les travailleurs. Parce que quand il nous dit qu'avec lui, on aura la retraite comme ça, à 60 ans, ça nous tombera tout cuit, il n'y aura même pas besoin de faire de manifestations, etc. Moi, je pense qu'il véhicule des illusions graves, encore une fois, sur la période qui va arriver là demain, où au contraire, il va falloir se battre. Vous avez évoqué à plusieurs reprises la guerre qui se déroule aujourd'hui en Ukraine. Vous avez un regard singulier sur ce conflit. Vous jugez notamment l'impérialisme, je prends vos termes, de l'OTAN aussi condamnable que celui de la Russie. Vous renvoyez un petit peu dos à dos le président Poutine et le président Volodymyr Zelensky. Pour quelle raison? Non, je vois très bien que c'est Vladimir Poutine qui a envahi et qui est prêt là à détruire des villes et qui inflige des souffrances incroyables. Mais clairement, c'est un bras de fer, c'est une rivalité où le camp impérialiste, le camp occidental, les États-Unis et l'OTAN ont une responsabilité écrasante. Moi, je pense qu'ils font aussi partie des fauteurs de guerre. Voilà. Alors, quand je les entends aujourd'hui dire on va vous aider, etc., à les aider comment? Là, aujourd'hui, livrer des armes aux résistants ukrainiens. Voilà. Aujourd'hui, vous êtes défavorable à cette option? Qu'est-ce que disent les grandes puissances qui ont plongé finalement le peuple ukrainien dans cet enfer? Allez-y, on vous donne les armes et donnez votre vie pour ce combat. En fait, vous savez ce qui se passe aujourd'hui, c'est que les puissances impérialistes, les États-Unis se battent contre la Russie avec le peuple, avec la peau du peuple ukrainien. Mais vous dites que les puissances impérialistes ont plongé l'Ukraine dans cet enfer. Je reprends vos termes. Oui. C'est l'OTAN, les puissances impérialistes, comme vous les décrivez, qui sont responsables de ce qui se passe aujourd'hui. Vous savez comme moi qu'il y a ce bras de fer depuis des décennies et cette avancée de l'OTAN aux frontières de la Russie, qui a installé, multiplié les bases militaires. Ce bras de fer, d'ailleurs, il s'est exprimé avec la guerre dans le Donbass depuis 2014, ce qui d'ailleurs n'a pas arrêté la France pour ses livraisons d'armes vis-à-vis de la Russie. Ça a continué jusqu'en 2020. Donc, vous voyez, tout ce petit jeu-là de rivalité, eh bien, oui, moi, je le dénonce, parce que ceux qui se présentent aujourd'hui comme les sauveurs de l'Ukraine, de la paix, les sauveurs de l'Ukraine sont précisément ceux qui sont responsables. Dernière question, Madame Artaud. Les obsèques d'Ivan Colonna auront lieu aujourd'hui en Corse. Les drapeaux des collectivités locales ont été mis en berne, vous le savez, sur l'île de Beauté. Et cela a scandalisé la veuve du préfet Claude Érignac, qui a été assassiné le 6 février 1998, le ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin. Claude Érignac, dont l'assassin reconnu coupable plusieurs fois par la justice, était Ivan Colonna. Oui, je comprends bien sa position à elle, mais il faut voir aussi qu'il y a une aspiration nationale, voilà, du peuple corse. Il y a un sentiment qui a été incarné aussi par Ivan Colonna et par tout l'acharnement quand même qu'il a subi. Et là, avec son assassinat en prison, voilà, tout ça est exacerbé. Donc je comprends qu'en tout cas une partie, voilà, des Corses en ressentent ce besoin. Merci beaucoup, Nathalie Artaud, d'avoir été avec nous ce matin.